Bonjour Anan, Bonjour Claire. bienvenue dans ce nouveau webinaire du CAREP dans lequel nous avons le plaisir d'accueillir Anan Karimi, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, sociologue, spécialiste de la sociologie et de l'islam de France, ou de l'islam en France, de l'islam européen, et également militante féministe. On a intitulé ce webinaire Laïcité, séparatisme, islamisme et islamophobie, les musulmans de France dans tous leurs états. C'est un choix qui s'explique assez facilement puisque, comme vous le savez, Nicolas a réservé son lot de publicité pas forcément désirée aux musulmans de France, puisqu'ils ont été l'objet, sinon la cible de plusieurs polémiques qui, sous couvert de thématiques toujours plus variées, qu'il s'agisse de laïcité, de lutte contre l'islamophobie et de séparatisme, n'en finissent pas de questionner la place des musulmans dans l'espace public en France, sans rien vraiment changer au fait que ces derniers demeurent toujours les grands absents du débat. Et sans rien changer, notamment à l'invisibilité de leur positionnement dans le débat public. Alors, il est vrai que la question de l'impact de ce climat typiquement français qui mêle mise en demeure et injonction à l'égard des musulmans en France, la question de l'impact d'une telle atmosphère sur la radicalisation des personnes se fait jour enfin dans le débat public, notamment grâce au regard de journalistes étrangers sur ce qui se passe dans notre pays, mais aussi du fait de certains chercheurs français dont les travaux commencent à s'intéresser à ce phénomène. Je vous renvoie notamment au webinaire qu'on a organisé avec Agnès Deféo il y a quelque temps. Mais il n'en reste pas moins que la réception de tels discours politiques, de telles mesures, et leur impact sur les musulmans français, sur les processus de mobilisation de ces personnes de confession musulmane reste quand même la grande absente une grande absente en tout cas dans le débat public et un phénomène relativement peu étudié. D'où notre joie de recevoir ce soir Anan Karimi, puisque elle a notamment mené une recherche, elle a fait son doctorat sur les mobilisations politiques, professionnelles et religieuses des femmes musulmanes en France. Une thèse qu'elle a soutenue en septembre 2018 et qui est intitulée Assignation à l'altérité radicale et chemin d'émancipation, une étude de l'Agency de femmes musulmanes françaises. Alors, je te propose, Anan, justement, de partir de cette notion d'assignation à l'altérité radicale que tu développes dans ton travail, et pour te donner l'occasion de revenir sur la définition de ce que tu entends par là, sa définition à cette notion d'assignation et son histoire, puisque ton propos est de montrer finalement que cette assignation, en l'occurrence celle des populations immigrées, a un référent religieux, se développe dans les années 80 et vient finalement imposer une grille de lecture religieuse à des choses qu'on n'aurait pas forcément désignées comme ça avant. Donc, je t'en prie, si tu veux nous présenter un peu le propos de ta thèse et revenir sur cette notion-là en particulier comme point de départ à notre discussion. Merci Claire. Bon, d'abord, je voulais remercier l'équipe du CAREP pour cette invitation à ce webinaire qui va nous permettre en fait de déblayer un peu tous ces termes que j'ai mis dans le titre. Et justement, commençons avec cette notion d'assignation à l'altérité radicale. Eh bien, j'allais dire aujourd'hui, alors que le mot race a été retiré de la Constitution, où il est malvenu de parler de race parce qu'on sait que la race biologique n'existe pas, eh bien, plutôt d'un point de vue sociologique, parler du processus à l'œuvre dans la société qui fait qu'on différencie des groupes sociaux, des individus dans une société, d'où cette
cette notion d'assignation à l'altérité radicale. Alors, je reviendrai sur pourquoi l'altérité radicale, mais l'assignation, ça dit bien son nom, c'est-à-dire qu'on assigne à travers la désignation déjà, parce que la désignation, c'est un enjeu politique, c'est un pouvoir, c'est un enjeu politique que de désigner des individus, eh bien, les assigner à leur, par exemple, spécificité réelle ou supposée d'ailleurs, de musulmans, c'est déjà les circonscrire dans un espace social, en tout cas dans même un espace en termes de représentation, en termes de perspective, en termes de possibles limités. D'accord ? Quand on assigne quelqu'un socialement, alors le on justement, le on générique, on pourra en parler, mais quand il y a des rapports de domination qui font qu'il y a des individus qui sont assignés à certaines places dans la société, à certains endroits dans la société, eh bien, non pas géographiques évidemment, ici on parle de musulmans, eh bien, en fait, ce qui est en jeu, c'est la non-inclusion de ces individus dans le corps national, la société française. D'accord ? Et c'est un vrai problème, parce que tu le disais très bien, j'en rends compte dans ma thèse, c'est-à-dire que ce processus, il est à l'œuvre depuis les premières immigrations postcoloniales, l'immigration économique surtout, des pays du Maghreb, notamment parce que la France compte parmi ces immigrés une grande population qui vient du Maghreb et qui sont d'abord des immigrés. Et là, on est déjà dans quelque chose qui est, alors avec tout ce mythe du retour, etc., dont tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire qu'au début, on pensait cette immigration comme temporaire. Après, dans les années 74, quand il y a eu la fin de l'immigration économique, eh bien, il y a eu un processus de sédentarisation qui a fait qu'il fallait envisager ces immigrés comme de nouveaux nationaux, sauf que ça ne se fait pas, cette conversion-là ne se fait pas, notamment, j'allais dire, du fait d'alliances avec les pays d'origine qui ont tout intérêt à garder en fait une mainmise ou en tout cas un attachement avec ces espaces-là, qui font que finalement, les immigrés sont toujours des ressortissants étrangers et que leurs enfants héritent de cette condition minoritaire. On en vient, on avance, on est dans une condition minoritaire au niveau de la société française parce que il s'agit de minorité, tout ce qu'il y a dans les concepts de minorité, puis qui est transformé par diversité, qui finalement s'hérite, mais s'hérite comment ? Elle ne s'hérite pas biologiquement, elle ne s'hérite pas dans les gènes ou autres, elle s'hérite dans des processus sociaux qui sont renseignés au niveau scientifique. Je pense par rapport, par exemple, au dispositif des ELCO, des langues des communautés d'origine qui sont mises en place justement à ce moment de la sédentarisation des immigrés, des travailleurs immigrés maghrébins et autres, et qui font que leurs enfants sont toujours un peu des enfants d'une culture spécifique et que tout au long de leur socialisation, même quand ils sont nés en France, eh bien, ils se sentent assignés, ils se sentent désignés comme non nationaux. Et donc, l'altérité radicale, c'est une manière de dire que ce processus d'assignation, eh bien, il définit la personne comme un autre radical dans le sens où il ne peut pas se fondre, il ne peut pas correspondre aux idéaux nationaux ou en tout cas aux caractéristiques nationales. Donc, la question la notion d'assignation à l'altérité radicale veut dire ça. Alors, après, il faut aussi quand même que je précise que je suis pas celle qui a inventé cette notion. Avant moi, Sarah Mazouz, dans son enquête sur la République et ses autres, elle a fait un livre à ENS Éditions qui s'appelle La République et ses autres, renseigne des processus de naturalisation et elle montre comment même dans le processus de naturalisation, qui est quand même l'entrée dans
dans le corps national, justement, il y a une assignation racialisante, donc qui a à voir avec comment on essentialise en fait des différences en les rendant comme des données qui sont liées à la culture d'origine, aux origines ethniques, etc., et qui auraient à voir finalement avec, racialisantes parce qu'elles sont racistes aussi, et donc qui auraient à voir avec ces caractéristiques culturelles en fait. Alors, peut-être si que tu vas plus loin. Oui, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire pour peut-être pour appuyer quelque chose qui me semble central et en même temps très polémique. C'est l'idée, enfin, ce que tu mets en avant, c'est que cette limite qui est mise à l'intégration et qui s'hérite finalement, et qui consiste en une assignation identitaire, en l'occurrence à caractère religieux, finalement, elle vient du dehors. Enfin, en tout cas, c'est une assignation d'origine sociétale, si je puis dire, bien plus que... Enfin, elle est imposée, en tout cas. Alors, si tu veux, merci de me poser la question parce que ça me permet d'éclaircir ce point. Oui et non. C'est-à-dire que le pouvoir, il porte bien son nom, a un pouvoir sur les individus. D'accord ? Et là, on peut revenir justement à la sociologie de l'immigration des années 80, notamment avec cet auteur que j'aime beaucoup, Abdelmalek Sayad, qui nous expliquait très bien que, en fait, dans cette mise à l'écart d'individus qu'on ne veut pas intégrer, en tout cas où on ne manifeste pas, d'ailleurs, jusque-là, le problème religieux, par exemple, dans les entreprises ou ailleurs, on se rappelle des manifestations, pas des manifestations, des grèves dans les usines automobiles des années fin 70, début 80, où il y avait par exemple les revendications de salles de prière, mais c'était des revendications qui étaient acceptées. Parce que ce n'était pas un problème à l'époque, d'accord ? Le fait religieux musulman en entreprise, ça faisait partie du package d'avoir fait entrer en masse des travailleurs peu qualifiés dans le travail automobile. Alors, pourquoi je dis ça ? Je dis que, en fait, Sayad nous explique qu'en fait, dans cette volonté de non-intégration, ou en tout cas de différenciation de certains groupes sociaux, en tout cas ici, surtout les descendants, et c'est de cela qu'on va parler, des descendants de ces immigrés africains et nord-africains, eh bien, le maintien finalement en termes d'autres, en termes d'altérité, va venir appuyer sur un point précis, qui est soit je décide complètement de me détacher de tout ce qui est ce stigmate, parce qu'en fait, il s'agit de stigmate, c'est quelque chose qui est négatif socialement que d'être fille ou fils d'immigrés, surtout, et c'est important de le dire, de repositionner ce débat au niveau des classes. On est dans les classes ouvrières, les plus pauvres, les plus précaires à ce moment-là. Eh bien, soit de se départir complètement des caractéristiques de ces origines ethniques, en gros de se blanchir, pour dire les choses autrement, ou alors de surinvestir symboliquement le stigmate, ce qu'on appelle le retournement du stigmate. Et Sayad nous dit déjà dans les années 90, quoi de plus fort finalement que d'engager le stigmate dans sa version la plus symbolique, c'est-à-dire la religion, pour le retourner. D'accord ? Donc, si tu veux, tu vois, il y a la question du pouvoir, il y a la question des voies qui sont possibles pour faire quand on est un groupe stigmatisé à cause de son origine, à cause de ses caractéristiques culturelles, de ses origines ethniques ou autres. Et donc, on le voit bien, et
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheuses qui ont travaillé là-dessus, mais pas qu'en en sciences sociales. Je pense notamment à Malika Mansouri, du côté psychologie sociale ou psychanalyse, je ne sais plus, qui, dans son ouvrage sur les révoltes urbaines, montre bien comment, finalement, parfois, il y a très peu de connaissances sur la religion, mais comment la religion est investie comme un espace de résistance à cette non-intégration, en tout cas de révolte. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment où le fait, ce basculement, ce moment où le fait religieux devient problématique, où on passe du moment où finalement la revendication de salles de prière à travers les luttes syndicales ne pose pas problème, et ce moment est le moment où toute visibilité du fait religieux est problématique et interpellée en fait par le discours public. Alors, elle devient problématique justement dans, j'allais dire, le constat que l'assimilation ne fonctionne pas. Parce que tant que c'est les parents, comme dans ces usines, ou quand c'est les mères qui portent le hijab traditionnel nord-africain ou africain, bon, ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà, on connaît l'histoire migratoire et autres. Mais quand ce sont des enfants qui ont été scolarisés en France, qui ont évolué dans le temple de la République, qui est l'école publique, on ne s'attend pas en fait à ce qu'il y ait un investissement du religieux. On s'attend plutôt à ce qu'il y ait une forme de détachement de ces attaches, religieuses, non pas en termes d'athéisme ou quoi, pas du tout, mais que ce soit une religiosité, moins visible, plus j'allais dire, sécularisée de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il reste dans l'espace privé et qui n'est pas visible. Et donc, il y a une injonction, en fait, en termes d'invisibilisation religieuse à partir de ce moment-là. Et là où ça commence à poser problème, évidemment, on le sait tous avec les affaires du foulard de Creil, on est en plein dedans, en 1989. C'est-à-dire que là, 3 jeunes filles portent le foulard au collège de Creil et le proviseur du collège, s'y oppose. Et voilà, il y a une politisation, travaux de Françoise Leurceray sur cette question. Il y a une politisation de ce problème des affaires du foulard. Parce que, en fait, le foulard est indésirable, comme le dit le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer. Il est indésirable depuis ces années-là. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que les enfants... Pardon ? Ouais, je crois qu'il n'est pas souhaitable, un truc comme ça. Pas souhaitable. En tout cas, voilà, il n'est pas souhaitable, il est indésirable. Et le pari, en fait, le pari qui n'a pas fonctionné dans la socialisation des enfants d'immigrés, et pour ça, il faudrait revenir à quelque chose de plus complexe que simplement la question migratoire de leurs parents ou la question raciale. Il y a aussi la question de la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Il y a aussi une différenciation dans les éducations en termes de genre aussi, qui est importante, qui fait que, eh bien là, on est dans un constat qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc on va encadrer la visibilité religieuse, et cet encadrement de la visibilité religieuse avec la loi du 15 mars 2004 concernant le port de signes religieux à l'école, eh bien finalement va s'étendre à d'autres espaces petit à petit dès 2004, à la rentrée 2004, alors qu'il est stipulé noir sur blanc dans la loi que ça ne concerne pas les mères accompagnatrices. On va avoir des contentieux et des incidents avec des mères accompagnatrices qui sont exclues, qui n'ont pas le droit de rentrer dans l'école pour chercher leur enfant. Et puis j'allais dire, et puis après, là où on sait très bien que
dans la fonction publique, il y a un devoir de neutralité religieuse, philosophique et politique des fonctionnaires, eh bien, cette neutralité religieuse va être étendue au secteur privé de l'emploi, jusqu'à la loi travail de 2016 qui le légalise. En fait, ça devient légal de pouvoir mettre dans son règlement intérieur, alors que jusque-là, c'était protégé par des directives européennes de non-discrimination. C'est cette réglementation de la visibilité religieuse pour des raisons économiques. Tu évoquais aussi dernièrement le rôle qu'avait pu jouer finalement un moment comme la révolution de Khomeini en Iran et puis plus tard la décennie noire en Algérie dans la montée en puissance de cette problématique, en tout cas de cette stigmatisation du fait religieux en particulier. Et ouais, dans quelle mesure est-ce que ça, c'est des événements qui, d'après toi en tout cas, ont joué un rôle dans ce phénomène-là, dans cette évolution en particulier? Tu vois, tout à l'heure, je disais que les grèves dans les usines automobiles n'avaient pas posé de problème. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les revendications ont été très rapidement, surtout celles des salles de prière, ont été acceptées sans trop de problèmes. Et pour ça, je renvoie au livre de Hicham Benaïssa, L'islam et le travail. Mais dans les médias, par contre, surtout pour celles qui arrivent après les années 80, on a quand même des parkings d'usines automobiles dans lesquels il y a des Allahu Akbar qui sont scandés, où il y a des gens qui font et des ouvriers qui font la prière. Et là, on a quand même des éditorialistes, etc., qui disent qu'il y a un danger islamiste qui guette la France, ou en tout cas, il y a une instrumentalisation de ces grèves ouvrières par des islamistes. Donc, finalement, ce qu'on connaît, ce qu'on a connu depuis les années 80 n'a cessé d'exister, c'est-à-dire, en plus, avec voilà, comme aujourd'hui, en fait, j'allais dire, sauf qu'aujourd'hui, c'est sur le territoire français directement, mais il y a une terreur islamiste qui pose son ombre un peu sur la religiosité de musulmans qui disent aussi Allahu Akbar, qui font la prière, et j'allais dire, la suspicion de l'instrumentalisation, comme ça a été le cas pour les jeunes filles voilées. Hein. Je rappelle de la tribune, c'était dans l'IB, il me semble, Ne capitulons pas, dans les années en 89, dans laquelle justement il y a la décennie noire, il y a toute cette actualité dans le monde qui font craindre que l'islamisme gagne du terrain par là. Et c'est encore d'actualité 30 ans après, parce qu'on le voit bien avec la loi sur le séparatisme. On est bien à la fois... On n'a jamais, si tu veux, on n'a jamais été aussi proche j'allais dire de ce binôme, et c'est pour ça que dans le titre, on est dans séparatisme, islamisme, islamophobie et laïcité, parce qu'on n'a jamais mis ensemble de manière aussi j'allais dire, claire, explicite, la lutte contre l'islamisme radical et la laïcité. D'accord ? La laïcité, en fait, jusqu'à là, c'est un principe. C'est un principe légal, juridique, qui était d'abord la séparation des églises et de l'État, et qui, à partir de cette discussion, de cette dispute politique autour des années 89, 90 et plus 2000, parce que c'est là que ça reprend, eh bien, connaît finalement j'allais dire une nouvelle application, dans le fait qu'elle s'applique de manière plus large à de nouveaux publics, et que ces nouveaux publics à qui on rappelle la conformité à ces valeurs, j'allais dire républicaines, alors oui, parce que c'est devenu synonyme, sont ceux qu'on voit,
qui, j'allais dire, exhibent leurs différences religieuses, même si on en connaît d'autres, des populations, des groupes qui affichent leur pratiques religieuses, en tout cas leur attachement religieux, mais pour certaines, elles sont plus indésirables que d'autres et elles sont dangereuses surtout. Et elles sont dangereuses étant donné l'actualité. Donc il y a un peu un mélange des genres qui se fait et voilà, qui amène à cette proposition de loi, par exemple. Tu me disais récemment dans nos échanges, les musulmans sont la seule catégorie sociale en France qui est désignée par sa religion. Et tu disais, au fond, musulman, ça veut dire maghrébin. Est-ce que tu peux développer cette idée, nous expliquer ce que tu entends par là? Oui, disons que c'est dans la continuité de de par là où on a commencé cet échange, c'est-à-dire que, par exemple, il y en a qui n'aiment pas le terme d'islamophobie, ils vont dire c'est un racisme anti-maghrébin, anti-musulman. Un lapsus qui dit ce qu'il veut dire, parce qu'en fait, on pourrait dire, je sais que beaucoup de gens sont opposés à cette idée-là, mais que le racisme anti-maghrébin aurait remplacé le racisme anti-musulman, l'islamophobie aurait remplacé le racisme anti-maghrébin. Mais en fait, ce n'est pas qu'il l'aurait remplacé, c'est une variante, c'est une transformation de ce racisme. C'est-à-dire que dans les années 80, on connaît les crimes racistes, je veux dire, on n'a qu'à regarder des archives de l'INA, ne serait-ce que sur la répression du 17 octobre 61 aussi. Il y a une forme de répression anti-maghrébin ou même des crimes policiers aux Minguettes. Je pense notamment à ce qui a amorcé la marche pour l'égalité en 83, qui sont courants, qui sont quotidiens et qui font qu'il y a un vrai racisme endémique anti-maghrébin à ce moment-là, mais encore une fois, j'allais dire, et c'est pas pour le nuancer du tout que je dis ça, mais qui a à voir aussi avec le racisme qui s'exprime généralement dans la société française contre les classes les plus basses, les plus prolétaires, pour lesquels on a le plus de mépris dans la société française. Et là, il s'avère qu'il y a un passé migratoire, il y a des spécificités ethniques, culturelles, qui les rendent encore plus insupportables que, par exemple, des immigrés polonais, portugais, italiens, même s'ils ont bien connu le racisme également, qui avaient, par exemple, des choses communes, notamment la religion, par exemple. Et donc, ce que je dis par rapport à l'islamophobie, c'est que voilà, l'islamophobie, ça va aussi avec ce glissement sémantique qui veut que on a parlé des immigrés, des étrangers, des immigrés, et puis d'un coup, leurs enfants, leurs descendants ne sont jamais francisés en fait, même s'ils sont naturalisés, même s'ils sont nés en France, eh bien, ne sont jamais devenus des Français de plein droit, ou en tout cas des Français désignés comme tels, sans qu'on attache qu'ils sont d'ascendance maghrébine ou qu'ils sont issus de l'immigration maghrébine, comme s'il y a quelque chose qui avait loupé dans cette socialisation et qui fait d'eux comme je disais, Sayad, justement, des non-nationaux, des perpétuels non-nationaux. Et donc, pour cette population, alors par rapport au racisme anti-maghrébin, j'allais dire, les chiffres, les statistiques sont assez éloquentes sur cette question-là, notamment sur l'accès à l'emploi, sur l'accès au logement, etc., etc. On sait que, par exemple, je renvoie à l'enquête Trajectoire et Origine, qui montre bien que, par exemple, quand on est d'ascendance européenne ou d'ascendance hors UE, hors Union européenne, eh bien, les conséquences à diplôme égal par ailleurs sont différentes pour les deux groupes. Évidemment, ceux qui ont plus de mal à trouver du travail, par exemple, sont ceux d'origine maghrébine, ceux d'origine subsaharienne
et les Turcs en particulier. Donc, si tu veux, voilà, cette question alors, on n'est pas dans, là, on n'est pas dans le racisme, on est dans les discriminations qui s'expriment dans l'expérience sociale de descendants d'immigrés. Et à partir du moment où on a décidé de ne plus dire, peut-être parce que c'était encombrant aussi et que ça devenait trop long au bout de 4 générations, de dire descendants enfin, issus de l'immigration 4e génération, eh bien finalement, on en a fait un groupe pour lequel on a essentialisé la chose. On a parlé du groupe musulman. D'accord ? Si tu veux, et c'est pour ça que je te disais, c'est le seul groupe qu'on désigne. Et alors, quand on désigne le groupe musulman, du coup, on fait un package et on remet la question de l'hérédité là-dedans. C'est qu'on a remis les parents et les enfants ensemble et les petits-enfants ensemble. Et on en a fait un groupe qui n'est désigné que par son appartenance religieuse, alors qu'on sait très bien que les identités sont multiples et que ça ne suffit pas à qualifier un groupe. Alors, je reviens un tout petit peu avant qu'on continue sur la question de l'islamophobie. Je reviens un instant sur ce que tu disais sur la laïcité, où tu mettais en avant finalement ce changement, ce déplacement dans l'interprétation et finalement l'usage de ce terme dans le discours public. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la façon dont la laïcité est mise en œuvre sur le terrain, notamment par les maires, par exemple. Enfin, concrètement, qu'est-ce qui a changé et comment ça se manifeste, en fait, cette évolution-là? Quand tu parles de maire, tu parles de quelle orthographe de maire? Non, les maires, je veux dire les conseils municipaux. Je parle pas des mamans. C'est important. Non, je parle de la politique, des politiques municipales, par exemple. Enfin, c'est-à-dire concrètement, cette évolution-là, elle se vit comment quand on est musulman en France aujourd'hui? Elle consiste en quoi? Elle est perçue comment? C'est quoi en fait? La laïcité, sur le terrain, j'allais dire que moi, par exemple, dans mes recherches, parfois, mais c'est très minoritaire, elle est perçue comme un principe instrumentalisé contre les musulmans. C'est-à-dire que c'est la meilleure manière de s'opposer aux musulmans, mais c'est vraiment très minoritaire sur mon terrain. Disons que la laïcité, j'allais dire juste, oui, à part les polémiques qui sont récurrentes et de plus en enfin très fréquentes surtout, oui, il y a une forme de, j'allais dire, de pragmatisme dans la manière d'appliquer le principe de laïcité, notamment parce que le principe lui-même se veut pragmatique, par exemple pour les aumôneries, par exemple pour les militaires, pour les hôpitaux, etc. Mais que celle qui provoque le plus de réactions et qui implique ce que j'ai renseigné dans ma thèse, c'est-à-dire des mobilisations, comme tu le précisais tout à l'heure, voilà, citoyenne contre la circulaire Châtel ou professionnelle parce qu'au travail, on ne peut plus porter, en tout cas, on ne peut plus afficher sa pratique religieuse et porter le foulard, eh bien, il va y avoir des organisations entre femmes ou autres, d'ailleurs, plus mixtes, mais pour éviter les espaces dans lesquels la laïcité s'applique comme neutralité de la visibilité religieuse. Et c'est aussi quelque chose qui... Neutralisation, tu veux dire? Neutralisation, oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et j'allais dire là où la laïcité est prise comme quelque chose... Alors, là où il n'y a pas de mobilisation pour
où les femmes ne s'organisent pas pour contester ou pour dialoguer avec les directions, etc., eh bien, il y a désertion, en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'écoles hors contrat musulmanes que depuis le vote de la loi du 15 mars 2004. D'accord? Parce que voilà, il y a plein d'écoles qui ont ouvert où on trouve des gamines, des enfants de 8 ans qui sont voilés parce que du coup, c'est des écoles hors contrat, donc qui sont un peu... D'ailleurs, c'est quelque chose que la loi contre les séparatismes veut encadrer. Mais en tout cas, voilà, tu vois, tu as des réactions comme ça par rapport à la laïcité qui ne sont absolument pas homogènes, qui sont aussi très liées géographiquement ou là où les individus habitent, évoluent, quelles sont les ressources dont ils disposent localement, quels sont les soutiens aussi auxquels ils disposent. Après, j'allais te dire, quand tu me parlais des politiques municipales, alors moi, ce que j'ai toujours trouvé de très paradoxal dans la manière dont était opposée la laïcité, le principe de neutralité aux uns, alors que, par exemple, des agents publics s'en accommodaient très bien, notamment de ces campagnes électorales qui viennent, où tu as des maires qui viennent faire leur campagne électorale dans les mosquées. Enfin, pour moi, ça a toujours été quelque chose enfin, de complètement aberrant et, et j'allais dire un contre-exemple manifeste de à quel moment il est autorisé de venir faire une campagne électorale et puis qui provoque tout ce qu'on connaît en termes de promesses électorales pour peut-être des groupes ou en tout cas des mosquées qui s'en accommodaient. Mais voilà, tu vois, je veux dire, il y a comme ça, à un moment donné aussi, une manière de parler de la laïcité qui est à la fois contraire à ce qu'elle est dans la lettre, dans la loi en 1905 et ce qu'elle est devenue en 2004 et après, c'est-à-dire plutôt une loi, une notion qui est un principe qui est synonyme de neutralité ou d'invisibilité religieuse. Alors, revenons sur une question que tu as posée dans ton introduction à cette conférence, à ce webinaire. Tu posais la question de savoir si, enfin, question un peu rhétorique, mais question quand même, dans quelle mesure la lutte contre le terrorisme était incompatible avec la lutte contre l'islamophobie. Et effectivement, tu renvoies à cette espèce d'escalade totalement irrationnelle à laquelle on a assisté ces derniers mois entre la lutte contre ce qu'on appelle le séparatisme et finalement la répression d'un certain nombre d'associations de lutte contre l'islamophobie ou d'associations musulmanes. Est-ce que tu peux justement proposer ton analyse sur ce phénomène-là, qui est quand même très, très spécifique, en tout cas, dans lequel, à mon sens, il n'y a pas d'exemple dans les autres démocraties européennes ou ailleurs. Comment est-ce que tu perçois justement ce passage qui, enfin, à mon avis, on a quand même franchi un cap à nouveau là, dans tout cet historique, où là, effectivement, on voit bien que lutte contre le terrorisme et islamophobie sont devenus, évoluent eux-mêmes dans un rapport très problématique au sommet de l'État. Oui, alors, j'ai lu en diagonale cette loi dans laquelle, à un moment donné, quelque chose de très intéressant aussi, c'est ce rappel par ceux qui proposent cette loi, à savoir, il me semble, Gérald Darmanin, à savoir que, effectivement, il dit bien qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de la lutte contre les discriminations.
raciale, ethnique, etc. Et donc, il y a un projet de un jeune, un emploi, enfin plein de dispositifs qui laissent supposer aussi, laissent entendre qu'il y a bien un problème social aussi, voilà, qui a à voir peut-être avec la délinquance ou avec certains agissements déviants. Alors, oui, je te le disais aussi, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans un moment où, de manière aussi explicite, les dispositifs sécuritaires contre l'islamisme radical et, j'allais dire, la lutte contre l'islamophobie, mais alors ici, dans sa forme répressive, de réprimer la lutte contre l'islamophobie, parce que déjà, on est dans un déni de son existence, parce que l'islamophobie a été complètement, j'allais dire, parasitée par ce débat sur son origine, sur les ayatollahs, sur etc. Donc, on ne peut pas parler d'islamophobie, autant, du coup, entre nous, parler de racisme anti-musulman pour savoir de quoi on parle là maintenant. Mais en tout cas, dans cette répression, ou en tout cas, dans cette mise en œuvre très rapide de la dissolution du CCIF et de Baraka City, il y a quelque chose qui interpelle forcément, parce que quelle enquête, quels liens ont été faits entre ces deux associations, ces deux ONG et l'islamisme radical, l'islamisme violent. Normalement, enfin, il me semble que il y a des thèses islamistes radicales qui poussent à l'islamisme violent, en tout cas qui légitiment le combat armé ou la terreur au nom de Dieu. Mais en tout cas, il me semble que pour le CCIF et Baraka City, on était dans quelque chose qui était dans une opposition politique très affichée, très explicite, de la part de personnes d'ailleurs, et pas tant des ONG elles-mêmes, c'est-à-dire que on sait que derrière le CCIF, la figure problématique pour Manuel Valls et ceux qui viennent après, c'est Marwan Mohamed, qui ne cachait pas ses idées et son opposition politique ou sa critique politique qu'il disait sur les plateaux télé sans problème. Et de l'autre côté, Idriss Yamedi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein, qui est sans doute très problématique à plein d'égards, mais du coup, dans lequel, en fait, Baraka City, ça serait Idriss Yamedi, ou, enfin, je veux dire, il y a des raccourcis qui ont été faits et puis des preuves qui n'ont, en tout cas à mon sens, pas été encore apportées de ce lien entre… Alors, Idriss Yamedi, rien à voir avec l'islamophobie, hein, on est sur l'aide humanitaire, mais plutôt revenons sur le CCIF, qui est la principale organisation de lutte contre l'islamophobie en France, en tout cas organisée comme telle, avec en plus la plateforme Les Musulmans, etc., qui est dissoute et qui offre finalement, c'est pas un cadeau qu'on fait aux musulmans de France, je pense, de laisser cette place vacante, c'est-à-dire qui prend la place pour défendre les musulmans face aux discriminations. Alors, moi, j'aurais tendance à dire et à rappeler qu'il y a aussi des services publics pour ça, notamment le défenseur des droits, mais il y avait une telle popularité du CCIF que la lecture que vont en faire les adhérents du CCIF peut, j'allais dire, tendre encore plus l'idée qu'il y a quelque chose qui est contre les musulmans, que cette loi est contre les musulmans et qu'elle n'est pas là pour faciliter leur quotidien et qu'elle va rajouter des complications quotidiennes. Notamment, je pense au contrat d'engagement républicain dans les associations. Je pense à ce qui va être proposé aux associations cultuelles également en termes de conformité aux valeurs. Si tu veux, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'était pas sur des valeurs, on était sur des principes, parce que les valeurs, on sait bien à quel point elles sont
enfin, on peut avoir toutes les deux la valeur d'égalité, et puis toi l'entendre différemment que moi, où des gens peuvent parler de dignité alors que leur dignité, eh bien, va avoir des mises en pratique bien différentes en situation. Donc là, on est sur quelque chose de la conformité aux valeurs de la République qui sont, on sait, c'est liberté, égalité, fraternité. On peut rajouter laïcité, mais qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas mesurables, si j'allais dire, euh, à, qui ne sont pas mesurables par rapport aux personnes qui sont désignées, enfin les personnes qu'on désigne comme des personnes, par exemple, voilà, qui font atteinte ou qui sont dans un déni de laïcité. D'accord? Est-ce que par exemple, ce déni de laïcité pour une femme qui porte le foulard en accompagnement de sortie scolaire, et puis un père qui porte une kippa ou un autre parent qui porte une croix, eh bien, on est dans le même déni, ou est-ce qu'il y a un déni qui est plus fort que l'autre? Tu vois, donc je veux dire, il y a une... Oui, là, il y a quelque chose dans cette loi contre le séparatisme qui est assez nouveau et qui n'est pas rassurant du tout, en fait. Alors, le CCIF est relativement mieux connu du grand public, un peu porté sur ces questions-là. Est-ce que tu peux juste revenir, mais brièvement, sur Baraka City et ses activités de manière générale? Enfin, Oui, Baraka City, c'est une ONG humanitaire qui a fait des campagnes de levée de fonds assez impressionnantes il y a quelques années, il me semble, il y a 4-5 ans, où l'objectif, c'était quelques milliers d'euros, et en plein mois de Ramadan estival, il me semble, c'était en 2015, ils ont réussi à avoir plus d'1 million ou 2 millions d'euros vraiment en quelques jours. Et alors c'est à l'image j'allais dire, dans leur communication. Alors, ils sont très bons dans la communication. Très bons, c'est pas un jugement moral, c'est vraiment objectif, c'est-à-dire ils savent communiquer, ils ont des outils communicationnels qui leur permettent des productions de vidéos qui jouent sur l'émotionnel, qui dit quelque chose de leur ancrage religieux aussi et de leur religiosité. Donc c'est plutôt des conservateurs, hein, rigoristes, dans lesquels voilà, on voit que des hommes, on voit pas de femmes. Et puis il y a eu Idriss Yamedi qui fait partie de cette ONG et qui affichait explicitement ses opinions politiques sur Twitter, qui se clashait ici et là avec des hommes et des femmes politiques, qui a accepté des invitations. On pense notamment à son invitation, je crois que c'était chez Ali Badiou, dans laquelle il a refusé de serrer la main à une femme. Et puis avec une conception même de l'égalité homme-femme qui choque plus d'une femme et plus d'un homme d'ailleurs aussi. Et donc voilà, il y a eu comme ça quelque chose du personnage problématique à plus d'un sujet, mais qui, Baraka City a connu pas mal de contrôle, hein, de contrôle, une perquisition après les attentats de janvier 2015. Je crois que rien n'avait été trouvé. Je n'ai pas suivi l'affaire de très près, mais il me semble que rien n'avait été trouvé parce qu'ils ont continué, et la preuve, ils ont été dissous il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ils étaient très surveillés. Et j'allais dire, de manière générale, les associations cultuelles musulmanes, en tout cas les mosquées, on le sait, sont des espaces qui sont pas mal contrôlés, hein, depuis les années 70. Et pour ça, je renvoie aux travaux de Solène Joanneau, qui montrent bien que bon, on sait ce qui se passe dans les mosquées. Donc, si vous voulez, même les mosquées dites salafistes, ou les mosquées dans lesquelles il y a des imams problématiques, eh bien, c'est des mosquées en fait, qui passent pas sous les radars de la surveillance étatique, hein. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Baraka City, mais encore une fois, c'est pas une association que je connais plus que ça.
sauf que j'ai un peu suivi les débats qui ont fait que, bon, Idriss Ahmedi, Baraka City semble ne pas se conformer du tout aux idéaux républicains. Alors, on a déjà plusieurs questions. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, on va peut-être passer aux questions. Je vais peut-être me saisir des questions pour aller plus loin, ouais. Ok, alors on y va. Et n'hésitez pas, donc si vous voulez poser des questions, c'est dans la rubrique Q et R, questions et réponses en bas de votre écran. Alors, pensez-vous que certains médias et certains politiciens mettent en rapport des sujets avec l'islam en accord avec leur agenda électoral? Bah, c'est une question assez facile parce que les premiers à avoir fait ça, c'est le FN. Hein. Dans les années 80, justement, il y avait à la fois, et merci pour cette question parce que du coup, elle me permet de dire ça et de revenir encore à la genèse de ce problème, du problème musulman, c'est-à-dire que à la fois, il y avait ces grèves dans les industries automobiles, et à la fois, il y a eu la montée du FN qui a surfé justement sur le danger de l'immigration, sur la France sera musulmane dans 20 ans, dans 30 ans, je crois que c'était dans 20 ans qui prédisait une France gouvernée par la charia. Donc, au niveau politique, je veux dire, parler de comment on va gérer le religieux une fois qu'on sera au pouvoir. Bon, le FN le fait dès les années 80, donc ce n'est pas quelque chose de surprenant qu'aujourd'hui, la question de l'islam soit un vrai sujet politique pour les politiciens. Oui. Alors, on a une autre question qui concerne la loi contre le séparatisme et qui va au-delà de la question de son application pour les musulmans. Bonsoir, je travaille avec des populations gitanes, roms et chaldéennes qui vivent souvent dans une forme de distance, pour ne pas dire séparées de la société. Comment expliquer, par exemple, la forme de tolérance dont jouissent ces populations par rapport notamment à l'obligation scolaire, notamment chez des jeunes filles à partir de 10 ans? Ces communautés sont-elles aussi concernées par la loi contre le séparatisme? Ben, merci pour cet exemple édifiant. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines populations, notamment des populations nomades, qui, voilà, qui sont moins... tant mieux, j'allais dire, le but, ce n'est pas d'accuser de séparatisme toutes les populations, mais j'allais dire que la différence, c'est peut-être ça, c'est que il y a aussi un effet de nombre. Hein, de nombre. L'islam, c'est la deuxième religion de France, en tout cas pratiquée. J'allais dire, le nombre de musulmans, de Français musulmans, de confession musulmane est très important. Donc, il y a aussi cet effet d'un très grand nombre d'individus qui se désignent comme musulmans, qui implique une autre gestion que celle des populations tziganes par ailleurs, pour laquelle oui, on est encore dans l'exception et on est encore dans le bricolage ou même dans l'exclusion. Mais je pense que c'est dû à un effet de nombre là, pour le coup. Pour le dire autrement, d'importance démographique. Pardon. Il y a une autre belle question que j'aurais voulu te poser justement, qui a trait à la représentation des musulmans de France. Bonjour, un des aspects de la politique du gouvernement dans la lutte contre le séparatisme est la question déjà ancienne de la structuration de l'islam de France. Le problème, semble-t-il aujourd'hui, est le manque de représentativité du CFCM, donc le Conseil français du culte musulman, chargé justement de porter cette restructuration. Mais comment et sur quel organisme pourrait se construire aujourd'hui cet islam de France? N'est-ce pas un choix perdant que celui du CFCM par le gouvernement? Alors oui, effectivement, la question
de l'organisation, de la gestion, de l'institutionnalisation du culte musulman est un problème depuis très, très, très longtemps, depuis au moins Pierre Jox. C'est vrai que le CFCM, en 2003, convient une partie de la population musulmane et ne convient pas en fait, ne fait pas l'unanimité, souffre de son manque de légitimité auprès de la population musulmane. Et j'allais dire, en France, il y a aussi la manière dont a été gérée la communauté juive, pour laquelle on aimerait calquer la même chose pour la communauté musulmane. Alors, je dis la communauté, pardon, hein, pour parler voilà, de toutes ces personnes qui ont parfois des islams très différents aussi, hein. Mais ça ne marche pas. Dire que cette manière d'institutionnaliser le culte musulman ne fonctionne pas, en tout cas jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça aussi que peut-être le CCIF posait problème, parce que le CCIF, avec la plateforme Les Musulmans, avec l'enquête dont je n'ai pas vu les résultats, je ne sais pas si quelqu'un les a vus, mais proposait une enquête sur la représentativité justement des musulmans. Est-ce que vous vous sentez représenté ou pas? Mais j'allais dire, il y a pas, et pour l'instant, on n'a pas la solution, parce que est-ce que les musulmans eux-mêmes sont demandeurs d'une une représentativité nationale? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est peut-être là, en fait, l'origine du problème. C'est-à-dire que il y a quelque chose à différencier entre l'absence de leur présence dans les médias, dans les espaces décisionnaires, etc., qui est une chose, une réalité, et le fait de désigner un groupe qui répondrait en qualité de musulman. Il faudrait savoir à quoi ça servirait au-delà de la gestion du culte par rapport à la gestion de l'Aïd et tout ça qui est assez, j'allais dire, routinisé en France maintenant, hein. Au début, on acceptait les égorgements, les sacrifices sauvages, et puis maintenant, on encadre, et puis les pratiquants suivent ces dispositifs sanitaires, par exemple, dans ce cas-là. Donc, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, sauf à répondre par d'autres questions, à savoir justement, est-ce qu'il y a une vraie demande de représentation en termes de gestion et de ce que ça implique comme uniformisation du culte musulman, ouais. Est-ce que cette difficulté finalement à mettre en place des institutions musulmanes représentatives qui contrastent, hein, d'après ce que tu dis, avec la façon dont cette question a été gérée en ce qui concerne la communauté juive en France, est-ce qu'aussi, outre le fait donc cette belle question que tu poses de savoir si au fond il y a un réel besoin d'être représenté de la part de des communautés musulmanes, des personnes de confession musulmane en France, est-ce que aussi on peut incriminer, enfin en tout cas mettre en avant pour expliquer cette difficulté à accoucher d'institutions représentatives, est-ce qu'on peut invoquer finalement le rôle des États, enfin, des gouvernements au Maghreb dans ces problématiques-là, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique. Merci de le souligner, parce que oui, en répondant à la question, je ne voyais pas ce lien, mais effectivement, il y a une telle mise sous tutelle des populations musulmanes depuis depuis les immigrations, notamment d'abord une mise sous tutelle donc, du pays d'origine, avec cette volonté de maintenir un culte qui est propre au pays d'origine. Donc, on a des mosquées
marocaines, les mosquées turques, alors au-delà du problème linguistique, hein, j'entends, mais voilà, avec quelque chose qui est de l'ordre aussi, et ça c'est une deuxième chose dans la gestion du culte musulman, qui est la surveillance des musulmans pendant la période des décolonisations, pour maintenir les militants des coloniaux, surtout algériens, hors du nationaliste, pardon, c'était pas des coloniaux le terme que je cherchais, nationalistes en dehors des espaces de culte, qui fait que les mosquées en elles-mêmes, jusqu'à ce vote un peu bizarre des représentants du CFCM, bien sûr, dans lesquels les femmes ont très peu voté parce que les mosquées, ou alors il y avait une procuration pour leur mari, mais parce que c'est essentiellement des espaces masculins, qui a fait que, bon, normalement, à la mosquée, en tout cas comme elle a été voulue pour celles que je connais le plus, les mosquées marocaines, qui ont été des espaces où on ne discute pas le pouvoir. On discute halal, haram, on discute de charia, on discute de bon comportement, on discute. Et alors aussi, et ça c'est autre chose que je vais aborder mais qui n'est pas dans la question, aussi de cette position d'invité qui est celle, par exemple, de ceux qui ont organisé ces espaces de prière et qui sont dans une posture parfois de sentiment d'illégitimité, hein. Ils sont d'ici, ils sont là, mais ils sont d'ailleurs, qui disent, par exemple, on en parlait au colloque d'où je reviens sur les islams et les luttes de l'immigration, qui sont les premiers à rappeler, par exemple, quand il y a une manifestation qui s'organise contre un crime policier, par exemple, ou quand les mères accompagnatrices ont décidé de s'organiser contre la circulaire Châtel, donc qui impliquait que les mères accompagnatrices n'avaient pas le droit d'accompagner aux sorties scolaires, eh bien, leur demandait tout de suite de rester discrète. Donc ça, c'est la posture de l'invité. C'est la posture de l'invité. On ne fait pas de bruit, on n'est pas chez nous, on est de passage. Sauf que ça, ce n'est pas valable pour les descendants d'immigrés, justement, pour les Français socialisés en France d'ascendance maghrébine, parce qu'ils revendiquent cette inscription nationale et comment dire, cette égalité de droit au niveau national et local. Et ce n'est pas dans les mosquées où on leur apprend ça. Donc, j'allais dire, il y a aussi ce côté de la mainmise pendant longtemps des pays d'origine, et encore aujourd'hui, oui, pour pas être dans l'idyllisme du tout encore aujourd'hui, qui fait que la gestion du culte, elle a toujours été décidée sans concertation avec les principaux concernés. Alors, on a 2 dernières questions. Après, on s'arrêtera là. Alors, on a une question sur... assez rigolote. Est-ce que la représentation des musulmans par certaines figures, comme l'imam Chalgoumi, est contre-productive à l'intégration? Le pauvre imam Chalgoumi, il en prend plein la figure. Souvent, c'est devenu... Mais après, j'allais dire que, par exemple, dans ma thèse, je parle du mépris social incorporé, intégré. Et je pense que, par exemple, excusez-moi, je vais répondre à côté, simplement pour donner à réflexion, parce que je n'ai pas les réponses à tout. Et puis parce que mon avis personnel sur la personne de Chalgoumi n'est pas intéressante du tout, justement. Mais par exemple, sur mon terrain et sur plein d'autres terrains, je vois Nilüfer Gülü constate la même chose en Turquie. J'ai écouté le webinaire avec Agnès de Féau qui dit des choses très similaires avec sa population, qui est une population très différente de celle que moi j'ai analysée, enfin étudiée. Et il y a un vrai mépris incorporé qui n'est pas entendu comme tel, qui n'est pas représenté comme tel. C'est-à-dire que, par exemple, chez les femmes que j'ai interviewées, elles disent « Moi, ce n'est pas le même islam que mes parents. Mon islam, il est authentique. » Qu'est-ce que ça veut dire un islam authentique?
c'est l'islam des prédécesseurs. Elles ne parlent pas l'arabe pour la plupart d'entre elles. Elles ne lisent pas l'arabe. Comment on accède aux sources des prédécesseurs quand on ne lit pas ou quand on ne comprend pas l'arabe? Et en fait, cette différenciation de l'islam entre l'islam de mes parents et le mien, eh bien, en fait, c'est juste une incorporation du mépris à l'égard de l'islam des parents. Justement, il est tellement stigmatisé qu'on s'en différencie en disant non, non, moi, mon islam est différent. Donc, j'allais dire, et je pousse à la réflexion par rapport à l'imam Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, ben, on aime ou on n'aime pas l'entendre. Il y a plein d'autres figures. Mais on a souvent dit, et je pense qu'il y a beaucoup de mépris là-dedans aussi. Alors, pardon, je dis, il faut l'entendre comme du mépris il parle mal le français. Mais quand on le réinscrit dans ses conditions sociales d'existence, bien sûr qu'il parle mal le français, l'imam Chalgoumi. Il parle mal le français, peut-être comme pas mal de parents des dits musulmans. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du rejet de la figure paternelle qui parle mal le français et qui donne son avis sur tout? Ça, je renvoie à Malika Mansouri, qui est psy et qui saura mieux le dire que moi. C'est intéressant cette lecture, cette analyse que tu présentes et qui est inédite à mon sens. Comment peut-on combattre? Alors ça, c'est la question défi. La question à laquelle il est difficile de répondre, mais qui présente quand même l'intérêt d'être posée à une personne comme toi, je trouve. Comment peut-on combattre les dérives islamistes et lutter contre le terrorisme et prévenir leurs dangers d'après vous? Et comment conjuguer cela avec l'application d'une politique plus respectueuse de la liberté de culte et la liberté des communautés composant la diversité française? Oh, sacrée question. C'est pour ça que tu me dis que c'est un défi. C'est la question à 1000 €. Ouais. Ben, écoute, sur cette question, je pense que il y a la question du stigmate qui est très importante, qui doit être absolument prise à bras le corps, j'allais dire. Faut peut-être cesser d'être dans le déni. Si tu veux, par exemple, moi, ma vraie interrogation depuis la loi contre le séparatisme, la dissolution du CCIF et de Baraka City, c'est toujours, c'est un avant-goût de ce qui attend pas mal d'autres associations et voire même de personnalités sur lesquelles on aura lancé l'opprobre et qui se retrouveront disqualifiés et évincés de manière arbitraire. Et c'est cet arbitraire-là qui m'inquiète. Cet arbitraire-là qui m'inquiète. Et je reviens à la question. Quand je dis le prendre à bras le corps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser un groupe qui dit des choses qui dérangent parce qu'ils les disent peut-être dans des termes qui ne plaisent pas à tout le monde, mais dire oui, effectivement, dans ma politique, comme l'a fait cette première ministre de Nouvelle-Zélande, par exemple, après les attentats de Christchurch, de dire on sait qu'il y a l'islamisme, mais on sait aussi que les musulmans ne sont pas tous des islamistes et que ces musulmans-là sont une toute petite minorité et qu'on va traiter le problème de manière séparée et éviter les amalgames. Parce que j'allais dire, en radicalisant les postures en radicalisant ou en caricaturant les musulmans comme de potentiels terroristes, ou en tout cas des terroristes en devenir, j'ai peur qu'on crée le monstre, en fait. J'ai peur qu'on crée le monstre. Donc, il y aurait intérêt à allier des politiques de prévention de l'islamisme radical, tout en ayant, tout en étant vigilant à ne pas stigmatiser plus une certaine population, justement pour que ce soit une population qui ne se sente pas attaquée comme potentiellement terroriste, comme on l'a vu après chaque attentat. Les attentats, en fait, quand ils ont lieu, ils affectent la population française
dans son ensemble, musulmans ou non musulmans. Et à chaque fois, on a l'impression que les musulmans sont mis de côté, et puis on attend la déclaration qui viendrait rassurer sur pas d'amalgame. Alors qu'en fait, on ne devrait pas faire ça, parce que les politiques devraient être assez lisibles dans ce sens-là, qu'il n'y a pas d'amalgame qui soit produit dans la lutte contre l'islamisme radical. Ouais. Donc, je n'ai pas la solution, mais en tout cas, je pense qu'il faut que les gouvernements prennent à bras-le-corps les atteintes à l'égalité. Et d'ailleurs, normalement, si si je reprends au pied de la lettre la loi contre les séparatismes, c'est-à-dire de respecter les principes de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, on va le rajouter, eh bien, il faudrait, voilà, en tout cas, punir ou en tout cas s'attaquer un peu plus à tout ce qui est du déni de liberté, du déni d'égalité, du déni de fraternité, non pas dans le côté c'est des valeurs complètement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des valeurs mais en tout cas qui s'expriment par exemple à travers les discriminations, et se dire aujourd'hui, cette année, comme on avait décidé que les violences faites aux femmes étaient une priorité nationale, même si on n'en a pas vu les résultats, eh bien dire cette année, les discriminations à l'emploi sont une priorité nationale. Et voilà, d'essayer de retenter de trouver un équilibre comme ça. Pardon, j'ai été longue, Claire. Non, pas du tout. Hein. C'est très bien, c'est passionnant. On va poser une dernière question. Alors, c'est une question sur les quotas qu'on a déjà dû te poser beaucoup. Que pensez-vous des quotas très appliqués dans certains pays anglo-saxons, à l'embauche par exemple, comme moyen de lutter contre la stigmatisation et le racisme dirigé contre certaines communautés? Alors, c'est pas une question facile, parce que c'est une question, si on la sort de son contexte, on va dire, vous voyez, Anne Karimi, c'est une méchante racialiste qui veut qu'on fasse des quotas. J'allais dire que la question des quotas, par exemple, elle s'est posée pour la parité. D'accord? Quand il y a eu tout le lobby pour la parité, la question, il y en a qui disaient non, mais il faut surtout pas passer par la parité, parce que ça voudrait dire que demain, n'importe quel groupe social, n'importe quelle communauté, de la part d'une philosophe qu'on connaît très bien et qui crie à ça à chaque fois, dont je ne donnerai pas le nom, mais dit attention, si on dit oui à ça, on va dire oui à toutes ces communautés, au communautarisme qui va venir réclamer d'être représenté en tant que noir, en tant qu'arabe, en tant que femme, etc. Et j'allais dire qu'on l'a bien vu, la parité, comme elle a été appliquée, eh bien finalement a permis certains résultats, pas tous. C'est-à-dire qu'elle n'a pas permis de complètement résoudre le problème d'une parité effective, notamment dans les positions les plus éligibles, hein, j'entends. Mais par contre, en tout cas, il y a une nette différence au niveau européen depuis cette loi. Donc, les quotas, ce n'est jamais un idéal en soi. Mais peut-être, il faudrait voir justement les résultats dans ces pays, et je ne suis pas spécialiste de ces pays-là, mais peut-être que c'est un dispositif temporaire pour pallier, et c'est comme ça qu'on les entend aussi, quand il y a des quotas, on appelle ça aussi les affirmative actions, c'est-à-dire comment on compense, comment on répare des inégalités structurelles. On sait que les places pour les femmes dans les postes décisionnaires sont moindres. Eh bien, si on dit il y a des quotas, bah, c'est une manière de pallier. Il y a plein de tests qui sont faits dans les parités des comités de recrutement, etc. Et on voit très bien qu'en fait, c'est aussi des représentations qu'on a au niveau mental. Donc, peut-être passer par quelque chose qui est plus réglementaire pour pouvoir changer les automatismes des uns et des autres, ça peut être une solution. Merci beaucoup, Anan, pour cet éclairage vraiment lumineux. Je te remercie ça a de été m'avoir vraiment le invité cas à pour moi. échanger. J'espère que ça a été le cas pour vous tous. Et merci pour ton analyse qui fait vraiment bouger les lignes, je trouve, et qui apporte des... Je ne parle pas que sur l'imam Chalgoumi, hein, mais le reste aussi. Ça serait bien qu'on arrête de le brimer.
Ouais, non, vraiment des choses, voilà, enfin, l'intérêt d'avoir un regard comme le tien, et je trouve, qui nous permet enfin, d'approcher les choses par des biais très originaux au fond et peu entendus. Donc, merci beaucoup. On espère t'avoir parmi nous. Je ne sais pas, j'aimerais dire bientôt, et en même temps, j'espère qu'une nouvelle catastrophe ne va pas s'abattre sur les musulmans de ce pays. Mais peut-être à propos d'un autre sujet, en tout cas. Ben, je te remercie pour cette invitation. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous, vraiment. Merci. Et, alors, on vous donne rendez-vous donc mardi qui vient, mardi 19 janvier, pour un webinaire qui sera consacré à la future politique étrangère de l'administration Biden, en tout cas qui interrogera ce qu'on peut en attendre, avec Joe McCarron. Merci à tous et bonne soirée. Bon vent à vous. Au revoir. Ciao.